Chaque matin, j'avais la nausée. Les médecins ne trouvaient rien d'anormal. Un jour, un horloger dans un magasin d'antiquités a regardé la montre que mon fils m'avait offerte et a dit « Enlevez-la ». Tout de suite. Je n'ai rien compris jusqu'à ce qu'il me montre quelque chose de caché à l'intérieur de la montre. Je me suis figé. Chaque matin, et ce pendant 5 mois, je me réveillais incapable de garder la moindre nourriture. J'ai perdu près de 16 kilos. Mes cheveux tombaient par poignées. 3 médecins différents m'ont fait passer tous les examens imaginables, et pourtant, ils n'ont rien trouvé d'anormal. Puis, un après-midi, un inconnu dans un magasin d'antiquités a posé les yeux sur la montre que mon fils m'avait donnée, et, soudain, son visage est devenu pâle. Il a ouvert le dos du boîtier avec des mains tremblantes. Lorsqu'il a vu ce qu'il y avait à l'intérieur, il m'a saisi le poignet. Enlevez ça tout de suite. J'ai fixé la minuscule capsule cachée dans le boîtier. Mon fils me l'a offerte pour mon 60e anniversaire. Ses mains tremblaient encore. Alors, laissez-moi vous montrer ce que votre fils a fait. Je suis tellement reconnaissant que vous regardiez cette vidéo. Avant d'aller plus loin, dites-moi dans les commentaires ce qui vous a poussé à cliquer ici. Je suis sincèrement curieux de savoir d'où vous nous rejoignez. Votre commentaire aide cette histoire à atteindre des parents âgés qui ont besoin de cet avertissement. Avis important. Ce récit comporte des éléments fictifs, conçus pour la narration et la valeur éducative. Toute ressemblance avec des personnes ou des lieux réels est involontaire, bien que le message lui-même reste d'une importance critique. En y repensant aujourd'hui, j'aurais dû savoir que quelque chose clochait ce soir-là, mais, comme on dit, le recul est toujours plus clair que l'instant présent. C'était mon 60e anniversaire, 2 ans après la mort de Margaret. Je n'avais pas voulu fêter ça, mais Mélissa avait insisté. Maman aurait voulu ça, papa, avait-elle dit, et elle avait raison. Je me trouvais donc dans mon salon, par une soirée de printemps, avec une poignée de gens qui comptaient pour moi, ma fille, quelques voisins, et le vieux Jim de ma ligue de bowling. Trevor est arrivé vers 19 h. J'étais surpris de le voir. Mon fils s'était fait rare au cours des 6 derniers mois, toujours trop occupé par des transactions immobilières pour venir me voir. Mais il était là, avec ce sourire charmeur sur le visage, tenant une petite boîte emballée. Joyeux anniversaire, papa. Il m'a serré fort dans ses bras. Mélissa est apparue de la cuisine, ses yeux se posant brièvement sur le cadeau dans les mains de Trevor. Quelque chose a traversé son visage. De la surprise, peut-être de la suspicion. Mais c'était parti avant que je puisse en être sûr. Trevor m'a tendu la boîte. Je t'ai pris quelque chose. À l'intérieur, nichée dans du velours noir, se trouvait une montre. Pas n'importe quelle montre. C'était le genre que l'on voit dans les vitrines des bijouteries et devant lesquelles on passe, parce que qui a ce genre d'argent? Boîtier en argent, bracelet en cuir, cadran élégant avec des chiffres romains. Magnifique. Trevor, je n'ai pas pu finir. Il l'a sortie de la boîte, la tenant à la lumière. Papa, tu m'as appris que le temps est la chose la plus précieuse que nous ayons. Chaque seconde avec les gens qu'on aime compte. Sa voix a tremblé. Je veux que tu te souviennes, chaque fois que tu regarderas cette montre, à quel point je suis fier d'être ton fils. Ma gorge s'est serrée. C'était le garçon attentionné dont je me souvenais, pas l'étranger distant des derniers mois. Merci, fils. Je l'ai attirée pour une étreinte. Elle est magnifique. Mais là. Il a attaché le bracelet en cuir autour de mon poignet gauche. La montre-ci est posée, fraîche et solide. Parfaite. Elle te va bien. J'ai levé mon poignet, l'admirant. Je ne sais pas quoi dire. Promets-moi juste une chose. La main de Trevor s'est posée sur mon poignet, ses doigts touchant la montre. Promets-moi que tu la porteras tous les jours. Ne l'enlève pas. Je veux que tu penses à moi chaque fois que tu la verras. Cela semblait être une demande étrange, presque enfantine, mais j'ai compris. Le deuil nous pousse à chercher des connexions de manière étrange. Je le promets, ai-je dit facilement. Je la porterai tous les jours. Le visage entier de Trevor s'est détendu, comme si je lui avais remis quelque chose de précieux. Merci, papa. Mélissa était restée silencieuse pendant tout ce temps, les bras croisés. C'est une belle montre, a-t-elle dit prudemment. Très généreux.
papa le mérite. Le sourire de Trevor est resté figé. N'est-ce pas? Bien sûr. La fête a continué. Nous avons mangé du gâteau, raconté des histoires, ri, mais j'ai remarqué que les yeux de Trevor dérivaient sans cesse vers mon poignet, vérifiant, s'assurant que la montre était toujours là. Vers 22 heures, tout le monde était parti, sauf mes enfants. Trevor rassemblait son manteau lorsqu'il s'est arrêté à la porte. Tu la portes toujours, n'est-ce pas? La montre. J'ai levé mon poignet. Je ne l'ai pas enlevé. Bien. Ne le fais pas. D'accord? Garde-la juste sur toi pour moi. Je le ferai. J'ai promis. Il a souri, soulagé. Tu es le meilleur, papa. Je t'aime. Après leur départ à tous les deux, je suis resté seul dans mon salon silencieux, regardant la montre, qui accrochait la lumière de la lampe. Trevor avait toujours été attentionné. C'était juste sa façon de montrer son amour. Je lui avais promis de ne jamais l'enlever. C'était la promesse la plus facile que j'ai jamais faite. À l'époque, je pensais que c'était juste un cadeau d'un fils aimant. Je ne savais pas ce qui était réellement caché à l'intérieur de ce magnifique boîtier en argent. La fête s'est terminée tard ce soir-là. Trevor m'avait aidé à nettoyer avant de partir, et je me souviens m'être senti reconnaissant d'avoir un fils si attentionné. Une semaine plus tard, tout a basculé. Je me suis réveillé et j'ai à peine eu le temps d'atteindre la salle de bain avant d'être malade. Au début, j'ai supposé que c'était quelque chose que j'avais mangé. Peut-être que la salade de pommes de terre avait tourné, ou que j'avais attrapé un virus intestinal. Cela arrive quand on a 60 ans. Votre corps ne récupère pas comme avant. J'ai pris des antiacides, siroté du ginger ale, et je me suis dit que ça passerait. Ça n'est pas passé. Dès la 2e semaine, je me réveillais nauséeux chaque matin. Pas une légère nausée, mais le genre profond, qui remue les entrailles et provoque des sueurs froides. Je ne pouvais pas garder le petit déjeuner. Les toasts me donnaient des hauts le cœur. Même le café, mon habitude depuis 40 ans, avait soudain un goût étrange. Je sautais les repas du matin, buvant de l'eau jusqu'à ce que la sensation s'apaise vers midi. C'est là que Trevor a commencé à appeler. « Salut, papa. » Je venais aux nouvelles. « Comment te sens-tu » Sa voix semblait chaleureuse et inquiète. Il appelait tous les 2 jours, puis tous les jours, parfois 2 fois. « Ça va, disais-je. Juste un peu patraque. » Quels symptômes? Nausées, fatigue, autre chose? À l'époque, cela semblait attentionné. Un fils inquiet pour son père vieillissant. Avec le recul, je vois à quel point ces questions étaient spécifiques, détaillées, comme s'il suivait quelque chose à la trace. Et toujours, il demandait, « Tu portes toujours la montre, n'est-ce pas ?» Bien sûr, répondais-je en jetant un coup d'œil à mon poignet. Je m'étais habitué à son poids. Je ne l'ai pas enlevé. J'ai promis. Bien. C'est bien, papa. À la 3e semaine, j'avais perdu près de 4 kilos. Je l'ai remarqué quand ma ceinture a nécessité un nouveau cran. Mélissa est passée ce dimanche-là pour le déjeuner. Ou du moins, elle a essayé. J'ai à peine touché le sandwich qu'elle avait préparé. « Papa, tu as une mine affreuse », a-t-elle dit, couvrant ma main avec la sienne. « À quand remonte ton dernier vrai repas ?»« Je n'ai juste pas faim. »« Ce n'est pas normal », a-t-elle dit, la peur pointant dans sa voix. « Tu dois voir le docteur Porter. C'est probablement un virus. Ça fait 3 semaines, s'il te plaît. » J'ai promis d'appeler lundi. Cet après-midi-là, Trevor est passé avec des courses. Soupe au poulet, craquelin, ginger ale. J'ai pensé que tu en aurais besoin, a-t-il dit en déballant dans ma cuisine. J'étais touché. Ce fils, absent pendant 6 mois, m'apportait de la soupe. Merci, Trev. Ça compte beaucoup. Il a souri, puis a regardé mon poignet. Tu portes la montre tout le temps. Ouais, même sous la douche. Je fais attention. Hier, je l'ai éclaboussé en faisant la vaisselle, mais je l'ai séché tout de suite. Son corps s'est raidi. Papa, tu dois faire attention. Je sais. C'est bon. Non, a-t-il claqué. Cette montre n'est pas totalement étanche. Tu pourrais l'abîmer.
S'il te plaît, sois prudent. L'intensité m'a surpris. J'ai supposé qu'il était protecteur envers un cadeau coûteux. Je le serai, promis. À la 4e semaine, je ne pouvais plus l'ignorer. Je suis monté sur la balance et j'ai fixé le chiffre, 71 kilos. Je faisais 79 kilos à ma fête. 8 kilos partis en un mois. Dans le miroir, mon visage semblait creusé, les yeux enfoncés, la chemise flottante. Ce n'était pas un virus. C'était quelque chose de sérieux. J'ai appelé Mélissa. Tu avais raison. J'ai besoin du docteur Porter. Dieu merci. Je vais prendre rendez-vous. Je peux le faire pour aujourd'hui. Promis. J'ai appelé. Le docteur Porter pouvait me voir jeudi matin. Quand je l'ai dit à Trevor, sa réponse est venue vite. Je t'emmène. Tu n'es pas obligé. Je veux le faire. Je suis inquiet. Je veux entendre ce qu'il dit. Cela semblait naturel. Comment aurais-je pu savoir? Il m'a conduit, surveillant la montre, voulant entrer dans la salle d'examen. Trevor est venu me chercher tôt ce matin-là pour mon rendez-vous avec le docteur Porter. Il avait insisté pour venir, et j'étais reconnaissant, car je me sentais trop faible pour conduire moi-même. Le docteur Porter a effectué tous les tests auxquels il pouvait penser. Prise de sang, analyse d'urine, même une échographie. 4 semaines de nausées constantes m'avaient épuisé. Le docteur Porter était mon médecin depuis 15 ans. Dès que je suis entré dans sa salle d'examen, son visage est devenu sérieux. Laurence, vous avez perdu beaucoup de poids. Il m'a aidé à monter sur la table, à vérifier mes signes vitaux, à examiner mes yeux et ma gorge. J'estime une perte de 7 à 9 kilos. Quand cela a-t-il commencé? Il y a environ un mois, juste après mon anniversaire. Nous avons besoin de tests complets, a-t-il noté. Bilan sanguin, analyse d'urine, échographie abdominale. Je veux tout écarter. Trevor était resté dans la salle d'attente pendant mon examen, mais il nous a rejoints quand le docteur Porter a expliqué les tests. Que cherchez-vous spécifiquement? A demandé Trevor, se penchant en avant. Fonction hépatique, fonction rénale, infection, problème digestif. Le docteur Porter m'a jeté un coup d'œil. Nous serons minutieux. Merci, docteur. La main de Trevor s'est posée sur mon épaule. Nous voulons juste savoir ce qui ne va pas. Les tests ont pris la majeure partie de la matinée. Tout au long de l'épreuve, j'ai senti la présence de Trevor dans la salle d'attente, jouant le bon fils. Une semaine plus tard, le docteur Porter m'a rappelé pour les résultats. Trevor m'a conduit à nouveau. Monsieur Bennett, je dois admettre que je suis perplexe. Le docteur Porter a étalé les rapports de laboratoire sur son bureau. Tout est revenu normal. Numération sanguine, enzymes hépatiques, fonction rénale, tout est dans les normes. L'échographie n'a montré aucune anomalie. Je l'ai fixé. Mais je perds du poids. Je peux à peine manger. Quelque chose ne va pas. Je sais. Je peux le voir. Il a tapoté son stylo. Je vous oriente vers un gastro-entérologue. Le docteur Rodriguez est excellent. Peut-être que c'est quelque chose que ces tests ne détectent pas. Les tests étaient revenus propres. Cela aurait dû être une bonne nouvelle. Au lieu de cela, cela n'a fait qu'approfondir le mystère. Dans la voiture de Trevor, sur le chemin du retour, je suis resté assis tranquillement, regardant par la fenêtre. Comment tout pouvait-il être normal alors que je me sentais si mal? Ne t'inquiète pas, papa. On va trouver. Trevor a jeté un coup d'œil. Les nausées. C'est pire le matin ou le soir? Le matin, surtout. Tous les jours, même quand je ne mange pas beaucoup. Ouais, chaque matin. Les questions semblaient attentionnées, mais il y en avait tellement. Si spécifiques. Ce soir-là, Mélissa a appelé. Comment s'est passé le rendez-vous? Tous les tests sont revenus normaux. Normaux? Papa, tu as perdu 9 kilos. Comment tout peut-il être normal? Je ne sais pas. Il m'a orienté vers un gastro-entérologue. Il y a eu une pause. Papa, je dois te demander quelque chose. Ne trouves-tu pas bizarre que Trevor soit soudainement si impliqué?
Il t'a à peine rendu visite 2 fois au cours des 6 mois précédant ton anniversaire. Maintenant, il est à chaque rendez-vous, il appelle tous les jours. Je me suis immédiatement senti sur la défensive. Mélissa, il s'inquiète pour moi. Il se comporte en bon fils. Je sais, mais le timing. Ton frère essaie. Ne peux-tu pas juste être heureux qu'il soit là? Elle s'est tue. Tu as raison. Je suis désolé. Après avoir raccroché, je me suis assis seul dans mon salon. La maison était calme, à l'exception du tic-tac de l'horloge grand-père. J'ai baissé les yeux sur la montre à mon poignet, captant la lumière de la lampe. Mais les mots de Mélissa sont restés avec moi alors que j'étais allongé dans mon lit ce soir-là, fixant le plafond. Trevor ne m'avait pas rendu visite plus de 2 fois au cours des 6 mois précédant mon anniversaire. Il avait été distant, toujours occupé par le travail, alors pourquoi agissait-il soudainement comme le fils de l'année? Les questions que Mélissa avait plantées cette nuit-là m'ont tenu éveillé jusqu'au matin, mais l'aube est arrivée quand même, apportant une sorte de clarté plus dure. J'ai attrapé mon reflet dans le miroir de la salle de bain, et j'ai à peine reconnu l'homme qui me regardait. Mon visage semblait creusé, presque squelettique. Les cernes sous mes yeux s'étaient transformées en bleu, et mes cheveux s'étaient tellement clairsemés que des plaques pâles de cuir chevelu apparaissaient là où se trouvait autrefois un argent épais. 11 kilos. J'avais perdu plus de 11 kilos en seulement 3 mois. Madame Henderson, la voisine d'à côté, l'a remarqué aussi. Je vérifiai le courrier quand elle s'est approchée, son sourire amical s'effaçant à mesure qu'elle se rapprochait. « Laurence, chérie, vous vous sentez bien? Vous avez l'air. » Elle s'est arrêtée, mais je savais ce qu'elle voulait dire. J'avais l'air malade. Vraiment malade. Juste un peu patraque, lui ai-je dit. Les médecins y travaillent. Elle m'a pressé le bras avant de rentrer chez elle, l'inquiétude persistant dans ses yeux. Cet après-midi-là, Mélissa est passée. Dès qu'elle m'a vu, son visage s'est vidé de ses couleurs. « Papa » a-t-elle chuchoté. « Oh mon Dieu, papa. » « Ça va » ai-je essayé de dire, mais elle était déjà à côté de moi, les mains sur mon visage comme si elle avait besoin de la preuve que j'étais réel. « Tu ne vas pas bien. Regarde-toi. Tes cheveux. » Elle a touché ma tête, doucement, les larmes aux yeux. « Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était aussi grave ?» Avant que je puisse répondre, la voix de Trevor est venue de la cuisine. « Salut, papa. J'ai apporté des courses. J'ai pris cette soupe que tu aimes. » Mélissa s'est tournée vers le son et j'ai suivi. Trevor déballait des sacs, bougeant dans ma cuisine comme si elle lui appartenait. Bouillon bio, craquelin nature, ginger ale. L'image parfaite d'un fils dévoué. Trevor, a dit Mélissa sèchement. Je peux te parler? Il a levé les yeux, une inquiétude soigneusement arrangée sur son visage. Bien sûr. Tout va bien? Non, rien ne va. Elle s'est approchée. Papa perd ses cheveux. Il est descendu à combien, papa? 70 kilos? Tu as été ici presque tous les jours depuis des semaines. Comment ne paniques-tu pas? Je panique, a répondu Trevor calmement. C'est pourquoi je suis là. Quelqu'un doit prendre soin de lui. Tu n'étais pas là il y a 6 mois. Je suis là maintenant, Mélissa. N'est-ce pas ce qui compte? Est-ce le cas? Ses mains tremblaient. Parce que c'est étrange. Tu as à peine appelé papa pendant 6 mois, et soudain tu prépares ses repas et joues à l'infirmier. La mâchoire de Trevor s'est serrée. Tu fais vraiment ça maintenant? Papa est malade et tu ramènes tout à toi. Je ramène tout au fait que quelque chose ne va pas. Ouais, papa est malade. C'est ça qui ne va pas. Il s'est tourné vers moi. Papa, tu peux lui parler? Elle agit de manière paranoïaque. J'aurais dû écouter. J'aurais dû entendre la peur dans la voix de ma fille et poser de meilleures questions. Au lieu de cela, j'ai dit, Mélissa, chérie, ton frère essaie juste d'aider. La blessure sur son visage m'a frappé plus fort que n'importe quel symptôme. Elle a attrapé son sac et est partie sans un autre mot. Trevor a soupiré. Je m'inquiète pour elle, papa. Ce n'était pas normal. Elle a juste peur, ai-je dit. Peut-être. Ses yeux ont glissé vers mon poignet. Tu portes toujours la montre. Bien.
Je détesterais qu'il lui arrive quelque chose. Quelques jours plus tard, je faisais la vaisselle quand de l'eau a éclaboussé la montre. Trevor, qui était passé à l'improviste, m'a saisi le poignet si fort que j'en ai eu le souffle coupé. « Est-ce que de l'eau est entrée ?» Sa voix était tranchante, presque paniquée. « C'est juste une montre, Trevor. » « Ce n'est pas juste une montre. » Il s'est arrêté. « C'est cher et ça signifie quelque chose. S'il te plaît, sois prudent. » Cette nuit-là, seul dans le noir, les mots de Mélissa me sont revenus. J'ai réalisé quelque chose de terrible. J'avais choisi de croire mon fils plutôt que ma fille. Et ce choix pourrait bien être la plus grande erreur de ma vie. Les semaines suivantes se sont brouillées dans un brouillard de rendez-vous médicaux et de symptômes qui s'aggravaient. Au 4e mois, j'avais perdu 13 kilos. Je pouvais à peine atteindre la boîte aux lettres sans avoir besoin de m'asseoir. Mélissa a cessé d'exprimer ses soupçons, bien que j'ai appris plus tard qu'elle n'avait jamais cessé d'observer. Les médecins étaient à court d'idées, et je manquais de temps. Le docteur Hélène Rodriguez, la gastro-entérologue, a pratiqué une endoscopie. Je me souviens du sédatif amer et du tube glissant dans ma gorge. Quand je me suis réveillé, elle avait le même air perplexe que j'avais déjà vu. « Monsieur Bennett, votre tube digestif est tout à fait normal. Pas d'ulcère, pas d'inflammation, rien pour expliquer vos symptômes. » Alors pourquoi ne puis-je pas garder de nourriture, ai-je demandé. Elle n'avait pas de réponse. Ensuite est venu le neurologue, le docteur Nathan Cross. Les maux de tête étaient devenus si graves que la lumière était insupportable. Il a ordonné une IRM, a fait des tests d'équilibre, et a vérifié mes réflexes. Tout est normal, a-t-il dit. Pas de tumeur, pas de lésion, pas de troubles neurologiques. J'avais envie de hurler. Comment tout pouvait-il être normal alors que j'avais l'impression de mourir? L'oncologue était mon dernier espoir. Le cancer devait être la réponse. Rien d'autre n'expliquait la perte de poids, l'épuisement, et la façon dont mon corps lâchait prise. Il y a eu des scanners, des prises de sang, et encore de l'attente. Monsieur Bennett, il n'y a aucune preuve de cancer nulle part dans votre corps. C'est à ce moment-là que l'un d'eux, je ne me souviens plus lequel, a suggéré le stress, un traumatisme psychologique, la mort de ma femme. Je n'imagine pas ça, ai-je dit. J'ai perdu 16 kilos. Mes cheveux tombent. Ce n'est pas dans ma tête. Mais je l'ai vu dans leurs yeux. Ils pensaient que le chagrin me rendait malade. Trevor est passé ce soir-là et m'a trouvé assis dans le noir. Comment ça s'est passé, papa? Il pense que je suis fou, ai-je dit. Il pense que je me fais ça à moi-même. Il s'est assis en face de moi, et quelque chose dans son expression m'a troublé. Était-ce de la déception, papa? Peut-être, a-t-il hésité. Peut-être que c'est juste le vieillissement. Peut-être qu'il n'y a vraiment rien qui cloche. Trevor, je suis en train de dépérir. Je sais, a-t-il dit, mais sa voix était plate, comme s'il avait fini de faire semblant de s'inquiéter. La pensée m'a traversé l'esprit et s'est évanouie une autre idée paranoïaque influencée par Mélissa. Une idée que j'ai essayé désespérément d'ignorer. Cette nuit-là a été la pire de toutes. Vomissement. Un mal de tête si violent que je pensais que mon crâne allait se fendre. À 3 heures du matin, j'ai pris une décision. J'avais besoin d'air. J'avais besoin de quitter cette maison qui ressemblait à un tombeau. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'au centre-ville, me suis garé dans une rue latérale que je ne reconnaissais pas, et j'ai commencé à marcher sans destination, juste par besoin de bouger. J'ai erré dans un quartier calme de petites boutiques, d'antiquités, une librairie d'occasion, un café avec des tables vides. C'est alors que j'ai aperçu une vitrine étroite, remplie de vieilles montres et horloges, leur cadran captant la lumière du soleil. J'ai attrapé mon reflet dans la vitre et je me suis à peine reconnu. Joues creuses, yeux enfoncés, peau couleur de vieux papier journal. Puis j'ai regardé au-delà de mon reflet, dans la boutique. Quelque chose me tirait vers cette porte. Peut-être étaient-ce les montres, qui me rappelaient celles à mon poignet. Peut-être était-ce le hasard. Ou peut-être, comme j'en suis venu à le croire, était-ce quelque chose de plus grand, qui me guidait exactement là où je devais être. J'ai poussé la porte, ignorant que ce seul pas changerait tout ce qui allait suivre et dévoilerait la vérité que je craignais le plus. Une douce clochette a tinté au-dessus de ma tête. La boutique sentait le vieux bois,
le métal, le vernis et l'histoire. Des centaines de garde-temps bordaient les murs, leur doux tic-tac créant une sorte de paix étrange. J'étais si faible que j'ai dû m'agripper à une vitrine juste pour rester debout. Bonjour. Bienvenue. N'hésitez pas à regarder autour de vous. Un homme âgé a émergé de l'arrière. Mi-soixantaine, cheveux argentés, des yeux bienveillants à qui rien n'échappait. J'ai hoché la tête, me dirigeant lentement vers une vitrine de montres de poche vintage. J'ai toujours apprécié les belles pièces d'horlogerie. Il s'est approché, sincèrement intéressé. Vous avez bon goût. C'est une belle montre que vous portez là. Puis-je vous demander où vous l'avez eue? Mon fils me l'a donnée pour mon 60e anniversaire, il y a 5 mois. Quelque chose a changé dans son expression. 5 mois. Il a marqué une pause. Pardonnez-moi si je suis indiscret, monsieur, mais vous êtes-vous senti mal récemment? Je l'ai fixé. Comment le saviez-vous? Sa voix était douce. Je fais ça depuis 42 ans. Je remarque des choses. Vos yeux ont une teinte jaune. Votre peau est très pâle. Vous tremblez. Et cette montre? Il s'est arrêté. Puis-je l'examiner, juste un instant? J'ai hésité la première fois que j'envisageais réellement de l'enlever et puis j'ai accepté, la détachant. Mon poignet se sentait nu sans elle. Il l'a examinée avec une loupe de bijoutier, l'a soupesée dans sa paume. Le poids ne correspond pas pour une pièce de cette taille. Il l'a portée à son établi à l'arrière, a utilisé un petit outil spécialisé, a ouvert soigneusement le fond du boîtier, et là, c'était là, un compartiment caché, une minuscule capsule de verre scellé contenant un liquide clair. Son visage est devenu grave. Il m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de la peur. Monsieur, je vous demande de m'écouter très attentivement. Il a pointé la capsule. Ce compartiment a été fabriqué sur mesure. Il est conçu pour une libération lente. Des perforations microscopiques permettent à la vapeur de s'échapper progressivement lorsqu'elle est chauffée par la chaleur corporelle. Il a croisé mon regard. En 42 ans, je n'ai vu ce genre de modification que quelques fois. Jamais à des fins bienveillantes. La pièce a tourné. Que êtes-vous en train de dire? Je crois que vous avez été exposé à quelque chose de nocif, une substance toxique, à travers cette montre. J'ai agrippé le bord de son établi. C'est impossible. Depuis combien de temps êtes-vous malade? 5 mois. Depuis que j'ai commencé à la porter. Et les symptômes, nausées, perte de poids? 16 kilos? Cheveux qui tombent? Les médecins ne trouvent rien d'anormal parce qu'ils ne cherchent pas ça. Sa voix était ferme mais gentille. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a modifié cette montre spécifiquement pour vous nuire. Le visage de Trevor a traversé mon esprit. Ne l'enlève jamais, papa. Promets-le-moi. La panique quand l'eau l'a éclaboussé. Les appels quotidiens. Tu la portes toujours, n'est-ce pas? Sa déception quand les médecins ne trouvaient rien. La voix de Mélissa il y a des mois. Quelque chose ne va pas ici. Mon fils, ai-je chuchoté, mon propre fils m'a donné ça. Franklin Pierce, j'apprendrai son nom plus tard, m'a regardé avec une telle compassion que quelque chose s'est brisé en moi. Je suis tellement désolé, mais vous devez comprendre. Si vous continuez à porter ça, vous ne survivrez pas beaucoup plus longtemps. J'ai fixé la montre ouverte sur son établi, le magnifique boîtier en argent, la chambre cachée, l'arme que mon fils avait placée à mon poignet avec un sourire et un discours sur le temps qui est précieux. Les mains de Franklin m'ont soutenu alors que mes genoux commençaient à flancher. Ne remettez pas cette montre, a-t-il dit fermement. Et ne rentrez pas chez vous. Vous devez aller directement au poste de police, tout de suite. Avant de révéler quel était le véritable motif de mon fils, j'ai besoin de savoir que vous êtes toujours là. Commentez simplement ci-dessous. Un mot, c'est tout. Cela me permet de savoir que cette histoire atteint les personnes qui ont besoin de cet avertissement. Note rapide. Bien que certains détails à venir soient romancés pour l'impact, le danger est réel. Vous pouvez arrêter de regarder à tout moment. Mes mains tremblaient tellement que je pouvais à peine agripper le comptoir. Franklin m'a guidé vers une chaise dans l'atelier arrière. Asseyez-vous avant de vous effondrer, a-t-il dit doucement. Il m'a apporté de l'eau, mais je ne pouvais pas la boire.
Il doit y avoir une autre explication, ai-je dit. Trevor ne ferait pas ça. Il ne pourrait pas. Franklin a tiré un tabouret, s'asseyant à hauteur des yeux. Sa voix était gentille mais ferme. Quand exactement vos symptômes ont-ils commencé? Environ une semaine après mon anniversaire. Après qu'il m'a donné la montre. Et il a insisté pour que vous la portiez constamment. Je me suis souvenu. Il m'avait fait promettre de ne jamais l'enlever. Il vérifiait chaque fois qu'il me voyait. Ma voix s'est brisée. Franklin a attendu, puis a dit prudemment, « Monsieur Bennett, je dois vous poser des questions difficiles. Avez-vous des biens importants, une assurance vie ?» La question a frappé comme de l'eau glacée. Oui, j'ai une police d'assurance vie, environ 1,5 million, et je lègue ma propriété au bord du lac à mes enfants. Elle vaut plus de 2 millions. Votre fils a-t-il des problèmes financiers? Le visage de Trevor a traversé mon esprit. Ses commentaires vagues sur les temps durs au travail, ses questions sur le moment où je comptais vendre la maison du lac, ce qu'elle valait, la tension autour de l'argent que j'avais mis sur le compte de l'économie. Je ne sais pas, ai-je dit. Il ne l'a jamais dit directement. Mais quand la police d'assurance a-t-elle été mise à jour pour la dernière fois? Je ne l'ai pas regardée depuis des années. Monsieur Bennett, des modifications comme celle-ci coûtent cher, a dit Franklin. Du travail sur mesure, du travail illégal, cela signifie de la planification, du désespoir. La pièce a basculé. Oh, mon Dieu! Il a planifié ça pendant des mois. Mon propre fils. La main de Franklin s'est posée fermement sur mon épaule. Je sais que c'est dévastateur, mais vous devez agir maintenant. Chaque jour où vous avez porté cette montre, davantage de cette substance est entrée dans votre système. Vous avez besoin de soins médicaux et de protection. Il a noté ses coordonnées. Je témoignerai de ce que j'ai trouvé. J'aiderai comme je peux, mais pour l'instant, nous devons vous mettre en sécurité. Je ne peux pas rentrer chez moi, ai-je dit. S'il sait que j'ai compris. Je vais vous conduire moi-même au poste de police. Quelque chose s'est brisé en moi à ce moment-là. Pas seulement ce que Trevor avait fait, mais ce que cela signifiait. Le discours d'anniversaire sur le temps qui est précieux. Les appels téléphoniques faisant semblant de s'inquiéter. Les visites avec de la soupe et de la sollicitude. Tout cela n'avait été qu'une performance. Tout cela pour surveiller si je mourais assez vite. Je l'ai élevé, ai-je chuchoté. Je lui ai appris le bien et le mal. Je lui ai tout donné. Comment mon fils a-t-il pu faire ça? Les yeux de Franklin étaient humides. Je n'ai pas cette réponse. Je suis tellement désolé. Il a fermé la boutique et m'a conduit à sa voiture. Alors que nous roulions vers le poste de police, j'ai vérifié mon téléphone. 3 appels manqués de Trevor. J'ai fixé son nom, la photo du dernier 4 juillet, son bras autour de mes épaules, nous deux souriant, sachant que je ne pourrais plus jamais le voir de la même manière. Franklin m'a conduit directement au poste de police. Mes mains tremblaient encore en franchissant ces portes. L'agent de bureau m'a jeté un coup d'œil pâle, tremblant, tenant à peine debout et a appelé un détective immédiatement. L'inspectrice Sandra Mitchell m'a rejoint dans une salle d'interrogatoire 10 minutes plus tard. Elle a écouté toute mon histoire sans m'interrompre. Puis elle a dit 5 mots, « Nous vous croyons, monsieur Bennett. » Après 5 mois de médecin ne croyant pas que quelque chose clochait, ces 5 mots m'ont presque fait pleurer. Elle a manipulé la montre comme une preuve, ce qu'elle était, et a appelé la police scientifique. Je traite cela comme une tentative de préjudice corporel. Nous avons besoin que cela soit analysé ce soir. Monsieur Bennett, nous vous emmenons à l'hôpital. Nous avons besoin d'échantillons de sang, d'échantillons de cheveux, de la preuve de ce à quoi vous avez été exposé. Et mon fils? S'il découvre. Ne le contactez pas. Nous gérons cela avec précaution. Où pouvez-vous rester en sécurité? Ma fille, Melissa. Mitchell a appelé Melissa, a expliqué la situation. J'ai entendu la voix de ma fille se briser au téléphone. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je le savais. À l'hôpital, ils ont prélevé du sang, coupé des échantillons de cheveux. Le médecin a été choqué par mon état et a commencé les perfusions intraveineuses immédiatement. Ce soir-là, à l'appartement de Melissa, Trevor a appelé. Ma main tremblait en voyant son nom.
Mitchell m'a coaché. Agissez normalement. Dites-lui que vous êtes à l'hôpital pour surveillance. J'ai répondu, ma voix faible, ce qui n'était pas difficile à feindre. Trevor? Papa, où es-tu? J'ai appelé. Tu vas bien? Je suis à l'hôpital. D'autres tests. Ils veulent me garder pour la nuit. La suspicion s'est glissée dans sa voix. Quel hôpital? Je viens tout de suite. Pas de visiteurs autorisés. Le règlement. Je t'appellerai demain. Papa, attends. Tu portes toujours la montre, n'est-ce pas? Tu ne l'as pas enlevée. J'ai regardé la montre dans le sac de preuves à travers la pièce. Bien sûr, je te l'ai promis. 48 heures plus tard, les résultats de laboratoire sont revenus. Du thallium dans la capsule, dans la tige de mes cheveux, montrant 5 mois d'accumulation, s'accumulant dans mon système, augmentant avec le temps. Les mots du médecin, 2 mois de plus et vos organes auraient lâché. L'enquête financière a tout révélé. Les dettes de Trevor, 1,2 million de dollars dus à l'effondrement des crypto-monnaies et à des prêts à taux d'intérêt élevés. Une signature falsifiée sur ma police d'assurance, augmentée de 1,5 million à 4 millions il y a 8 mois. Ils ont arrêté Trevor à son appartement ce soir-là. 3 mois plus tard, j'étais assis dans une salle d'audience. Trevor avait initialement plaidé non coupable, mais les preuves étaient accablantes. Son avocat a négocié un accord de plaidoyer. J'ai témoigné, décrit le comportement de Trevor, la montre, les symptômes, l'insistance pour que je ne l'enlève jamais. Les yeux de Trevor ont croisé les miens à travers la salle d'audience. Son visage ne montrait rien. Pas de remords, pas d'excuses. La voix du juge était ferme lors de la condamnation. Monsieur Bennett, vous avez trahi le lien le plus sacré de la société humaine, celui entre un père et son fils. Vous avez calculé la mort de votre père pour un gain financier. Cette cour vous condamne à 25 ans de prison, sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Trevor a été emmené menottes au poignet. Il ne s'est pas retourné vers moi, pas une seule fois. Je ne sais pas si cela a rendu les choses plus faciles ou plus difficiles. Une partie de moi voulait qu'il se retourne, qu'il montre un peu de remords, qu'il me donne quelque chose qui explique tout cela, mais il s'est juste éloigné. Et peut-être que c'était sa réponse finale. C'était il y a 1 an. Le procès, la condamnation, regarder Trevor être emmené, tout cela ressemble à une autre vie maintenant. Aujourd'hui, je suis debout dans ma cuisine, préparant le petit déjeuner sans me sentir nauséeux pour la première fois depuis ce qui semble être une éternité. La montre repose dans un casier à preuve de la police quelque part. J'espère ne jamais avoir à la revoir. Ma récupération physique a nécessité des mois de thérapie par chélation pour éliminer le thallium de mon système. J'ai repris mon poids, un 177 kg. Mes cheveux ont repoussé. Mon énergie est revenue. Les médecins ont appelé cela un miracle médical. Ils m'ont dit que si Franklin avait repéré cette montre 2 semaines plus tard, les dommages au foie auraient été permanents. 2 semaines. C'est à ce point que je suis passé près de la mort. La guérison physique est venue plus vite que la guérison émotionnelle. Je vois encore un thérapeute 2 fois par mois. J'apprends à traiter ce que cela signifie quand votre propre enfant calcule votre mort pour un gain financier. Je ne comprendrai probablement jamais complètement pourquoi Trevor a fait ça. Peut-être qu'il ne le sait pas non plus. Le désespoir pousse les gens à faire des choses terribles, mais je refuse de laisser ces choix définir le reste de ma vie. Ma fille m'a sauvé la vie en faisant confiance à son instinct quand je ne voulais pas écouter. Melissa et moi dînons ensemble 2 fois par semaine maintenant. Je ne prends plus ce temps pour acquis. Franklin Pierce et moi sommes devenus des amis proches. Nous nous retrouvons pour un café 1 fois par mois. Il prend maintenant la parole lors de conférences de bijoutiers sur l'identification des objets altérés, enseignant aux autres revendeurs à surveiller les modifications qui pourraient nuire aux gens. Il appelle ça sa mission. Je l'appelle mon ange gardien. J'ai gardé la propriété de Margaret au bord du lac, celle que Trevor voulait que je vende pour qu'il puisse hériter plus tôt. Au lieu de cela, Melissa et moi y allons le week-end. Nous créons de nouveaux souvenirs, de bons souvenirs qui honorent Margaret, sans être hantés par l'avidité de Trevor. Je ne laisserai pas ses actions ternir ce que ma femme aimait. J'ai trouvé un nouveau but, aussi. Je parle maintenant dans les centres communautaires pour seniors de la maltraitance des personnes âgées et de l'exploitation financière.
C'est plus courant qu'on ne le pense, et cela ne ressemble pas toujours à de la violence. Parfois, cela ressemble à un fils aimant offrant une montre à son père. Voici les signes avant-coureurs que je partage, une attention soudaine de la part de membres de la famille éloignés, surtout lorsque vous avez des biens importants. Une pression pour prendre des décisions financières rapides sans avoir le temps de réfléchir ou de consulter d'autres personnes. Des cadeaux qui semblent trop généreux ou qui viennent avec des conditions. L'insistance pour que vous utilisiez ou portiez quelque chose constamment avec une inquiétude inhabituelle quand vous ne le faites pas. Des membres de la famille qui vous isolent d'autres parents ou amis qui pourraient remarquer que quelque chose ne va pas. Je ne sais pas si je ferai un jour confiance aussi facilement qu'avant. Mais j'apprends qu'une prudence saine n'est pas de la paranoïa. Et je suis toujours capable de nouer de nouvelles amitiés. Franklin l'a prouvé. Si vous lisez ceci, ou si quelqu'un que vous aimez lit ceci, je veux que vous vous souveniez de quelque chose. Prêtez attention à votre instinct. Si quelque chose vous semble louche, enquêtez. Posez des questions. Cherchez de l'aide auprès de quelqu'un d'extérieur à la situation. Ne rejetez pas vos inquiétudes simplement parce que quelqu'un dit que vous êtes paranoïaque. Mélissa a été traitée de paranoïaque. Elle avait raison. Et si quelqu'un, n'importe qui, insiste pour que vous n'enleviez jamais un cadeau qu'il vous a offert, demandez-vous pourquoi. De quoi ont-ils peur que vous puissiez découvrir? Mon fils a essayé de me faire du mal pour de l'argent. Il a calculé que je serais parti en quelques mois, le laissant plus riche de 6,5 millions de dollars. Mais il a échoué. Et je suis ici, en bonne santé et déterminé, m'assurant que d'autres reconnaissent les signes avant-coureurs avant qu'il ne soit trop tard. La montre qui était censée mettre fin à ma vie est devenue la preuve qui l'a sauvée. C'est l'ironie. Trevor n'avait jamais anticipé que le mal contient souvent les graines de sa propre exposition. Je me réveille chaque matin reconnaissant pour 3 choses, une fille qui n'a pas cessé de poser des questions, un étranger qui connaissait assez bien les montres pour repérer le danger, et une seconde chance de faire en sorte que mes années restantes comptent pour quelque chose. Votre vie pourrait dépendre de l'attention que vous portez à ces petits signes d'avertissement. Si cette histoire vous donne à réfléchir, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parlez à vos parents âgés ou à vos grands-parents. Prenez de leurs nouvelles régulièrement. Posez des questions. Remarquez les changements de comportement ou les nouvelles relations soudaines. Faites confiance à votre instinct. Il pourrait bien sauver une vie. En regardant mon histoire, je vois à quel point la confiance aveugle a failli tout me coûter. J'ai fait confiance à mon fils sans poser de questions, j'ai rejeté les inquiétudes de ma fille, et j'ai ignoré chaque signe d'avertissement que Dieu a placé sur mon chemin. Ne soyez pas comme moi. Dieu nous a donné des instincts pour une raison. Quand quelque chose semble faux, c'est souvent une intervention divine essayant de vous protéger. J'ai ignoré ces murmures jusqu'à ce que Dieu envoie Franklin Pierce, un étranger qui est devenu mon ange gardien pour me sauver la vie quand je ne pouvais pas me sauver moi-même. La leçon que j'ai apprise, faites confiance, mais vérifiez. Aimez votre famille, mais restez alerte. Et surtout, écoutez quand Dieu parle à travers les gens qui se soucient vraiment de vous, comme ma fille Mélissa, qui a vu la vérité quand je refusais de la voir. Ces histoires de grand-père ne sont pas juste du divertissement. Ce sont des avertissements basés sur des dangers réels auxquels les personnes âgées sont confrontées chaque jour. Partagez ces histoires de grand-père avec vos parents, vos grands-parents, quiconque a besoin de les entendre. Parce que la sensibilisation peut prévenir la tragédie. Et voici mon conseil, si quelqu'un insiste pour que vous ne remettiez jamais en question ses cadeaux, ses motifs, ou son attention soudaine, remettez tout en question. Votre vie pourrait en dépendre. Si cette histoire a résonné en vous, laissez s'il vous plaît un commentaire ci-dessous pour partager vos pensées. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne jamais manquer les histoires de grand-père qui pourraient vous protéger, vous ou quelqu'un que vous aimez. Et appuyez reniflement sur ce bouton de partage. Vous pourriez bien sauver une vie. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin. Je sais que ce n'était pas facile. Un petit rappel, les histoires à venir contiennent des éléments romancés créés à des fins éducatives. Si vous préférez un contenu différent, n'hésitez pas à explorer d'autres options qui vous conviennent.